Et pour s'interroger donc sur ce sujet ô combien épineux et sensible, le jour où la France s'embrasera, qu'on ne souhaite pas évidemment, eh bien nous recevons Céline Kléber qui est l'auteure de cet ouvrage Douce France que vous pouvez vous procurer, chers auditeurs. Douce France qui est donc, oui peut-être pas une prophétie, on l'espère pas, une fiction pour le moment, qui essaie d'imaginer comment est-ce que les choses se passeraient le jour où la France bascule dans ce qui pourrait ressembler, s'apparenter à une sorte de guerre civile. On reviendra sur ce terme d'ailleurs parce qu'il y aurait des questions à se poser. Céline Kléber, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien ? Bonjour Liselotte, je vous entends très bien. Alors merci oui d'être avec nous ce matin. Commençons dans le vif du sujet. La première chose qui interpelle quand on ouvre votre livre, c'est que vous commencez par présenter les personnages, une liste interminable de personnages. On est presque ennuyé après, au fur et à mesure qu'on continue de la lire. Ça prend, allez, peut-être 5 minutes. Et cette liste interminable, en fait, je pense qu'elle a l'effet escompté. On se dit, mais c'est un millefeuille administratif, puisque la plupart de ces personnages, donc il y a ceux qui provoquent cette étincelle en France, mais il y a aussi donc cette conseillère réforme de l'État au cabinet de Jean-Philippe Créarmel. On a un membre de la commission des lois de l'Assemblée, on a un conseiller de communication. Et puis ils sont très nombreux donc à faire partie de ce millefeuille administratif. Vous vous êtes intéressé vraiment à ces rouages-là précisément. C'est en cela que votre ouvrage se distingue, par exemple, de ceux de Laurent Oberton, qui imagine lui aussi cet embrasement. Vous vous penchez sur la catastrophe, oui, presque administrative que ça serait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez voulu vous intéresser à ce qui se passerait derrière le rideau ? Oui, tout à fait. C'était, je dois dire, une sorte d'objectif primordial de faire éprouver au lecteur le sentiment de passer dans les coulisses, Mm. d'être directement branché sur la décision, de participer aux réunions des ministres, des conseillers de ministres, des préfets. C'est un milieu qui est mal connu hein, de la part de nos concitoyens, un milieu qui est assez dissimulé d'ailleurs à leurs yeux. Et je voulais vraiment qu'ils passent de l'autre côté de la barrière, avec des personnages qui peuvent ressembler à des personnes existantes, mais des personnages qui, en fait, sont composés des caractères de différents individus vivants. Voilà, donc mon objectif, c'était vraiment de les faire passer de l'autre côté de la barrière, que le roman soit pour eux une plongée dans les coulisses de l'État. Mm. Alors on peut préciser que si vous n'avez pas d'image ce matin, c'est parce que vous devez rester anonyme. Vous craignez les réactions si jamais on apprenait donc que vous avez écrit cet ouvrage, puisque vous travaillez dans cet environnement-là, Céline Kléber. C'est la preuve qu'il y a une certaine omerta sur la situation, j'imagine. Je dirais que d'une manière générale, en France, la vérité n'est pas très bien portée. C'est d'ailleurs un point qui nous distingue d'un certain nombre de pays voisins. Notre pays est marqué par un certain nombre de tabous. On ne peut pas parler de tout. Et je rencontre régulièrement des personnes engagées dans la vie politique qui me disent, moi je fais ça en public, mais en off, je fais autre chose. Parce que la pression, la chape de plomb est telle que je ne peux pas me permettre de dire exactement ce que je fais. Donc on a un vrai problème de vérité dans ce pays. Oui. Alors vous, c'est ce que vous essayez de rétablir à travers cet ouvrage. On peut aussi parler du scénario que vous avez choisi, la façon dont vous imaginez que la France pourrait s'embraser. Euh, je vous laisse expliquer ça aux auditeurs, vous le ferez mieux que moi, mais ça part quand même de ces fameux jeunes. Je n'aime pas ce mot parce que en fait, des jeunes, il y en a plein, mais en l'occurrence, c'est plutôt de la racaille. Ce sont plutôt des jeunes qui sont très, très islamisés. Et donc, c'est en réalité l'assassinat d'un prêtre assyro-chaldéen qui déclenche tout. Oui, tout à fait. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que finalement, l'embrasement, comme vous le disiez tout à l'heure, peut partir de quelque chose, je dirais, de limité dans l'espace, même si la mort d'un homme, c'est toujours beaucoup plus qu'une anecdote. Donc, partir de quelque chose qui est limité dans l'espace et qui va finalement saturer, saturer les forces de sécurité par une sorte de déclenchement d'opérations connexes qui font que l'État va se retrouver débordé très rapidement
D'autant que dans un premier temps, comme nous le voyons régulièrement, l'État va probablement essayer de fermer les yeux, de calmer le jeu, sans prendre la mesure des choses. Je pense que c'était un des messages du livre, c'était de dire attention, l'État doit être actif, sans quoi très rapidement les choses peuvent déborder et peuvent glisser vers, allez, disons-le, une forme de guerre civile. Bon. Donc l'idée, c'était vraiment notre État, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose, c'est un trésor pour la France d'un certain point de vue. Je sais qu'il est de bon ton de souvent le critiquer, mais c'est aussi ce qui préserve la paix civile. Mm. Donc, voilà le point de départ. Alors, ensuite, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une hypothèse. C'est l'hypothèse de travail la plus défavorable, si je puis dire. Ce n'est pas celle que je souhaite, c'est pas celle que vous souhaitez. Bien Mais évidemment. si on veut être sérieux, il faut prendre en compte cette hypothèse pour éviter qu'elle ne se produise. Quand vous nous dites que l'État actuellement a tendance plutôt à fermer les yeux, Monsieur Kléber, est-ce que c'est plutôt par peur, parce que l'État a conscience qu'il a déjà un peu perdu la maîtrise de ce qui se passe en France, ou est-ce que c'est par idéologie, parce qu'ouvrir les yeux nécessiterait donc d'assumer certaines caractéristiques de la situation, à commencer par définir peut-être aujourd'hui les populations qui posent problème en France, les quartiers qui seraient probablement à l'origine de cet embrasement, ou tant d'autres choses d'ailleurs. Je pense que les deux explications que vous donnez sont bonnes. Il y a à la fois une grande peur du haut en bas de l'échelle. Il y a une sorte de formatage mais qui existe un peu partout des dirigeants administratifs, qui fait que si on veut progresser dans la carrière, eh bien, il vaut mieux mettre un certain nombre d'opinions dans sa poche. Donc, il y a une sorte de peur latente qui fait qu'on est mainstream, comme on dit aujourd'hui. Et puis, il y a le deuxième élément que vous évoquez, c'est-à-dire que le diagnostic de la maladie française n'est pas véritablement posé et on essaye d'éluder les problèmes. Et parmi ces problèmes, une délinquance galopante que la justice ne parvient pas à juguler, un islamisme qui est devenu extrêmement important, qui est d'ailleurs pas une nouveauté, c'est ça qui est un peu terrible, et c'est pour ça que j'ai aussi écrit le livre, c'est qu'au fond, tout ça existe depuis, on le sait, depuis les années 90. Je rappelais récemment que la trilogie marseillaise de Jean-Claude Izzo, qui n'est pas tout à fait dans le même esprit que mon livre, mais déjà dans les années 90, évoquait les barbus qui sillonnent les cités. Donc, c'est pas une nouveauté. Malheureusement, la prise de conscience n'est pas suffisante. Alors, ensuite, je pense qu'il ne faut pas mettre tous les quartiers dans le même panier. Et je pense que un des défauts de l'État, c'est en ne s'appuyant pas assez sur les populations qui, quelle que soit leur confession, veulent défendre notre mode de vie. J'en connais beaucoup. Finalement, l'État fait le euh, avantage ceux qui luttent contre lui, ceux qui luttent contre notre société. C'est assez paradoxal, mais on ne s'appuie pas assez sur un certain nombre de gens de très bonne volonté qui veulent agir pour la France. Hmm. Alors, précisément, on ne s'appuie pas assez sur eux. En revanche, on continue à multiplier ces bureaux, ces études, les commissaires. Bon, c'est ce que vous décrivez dans votre livre aussi. Dès qu'il y a une réunion, on doit commencer par établir la liste de tous ceux qui seront présents, les représentants de tel pôle, de tel cabinet. Est-ce que vous pensez que pour agir aujourd'hui, il faut passer par cette simplification administrative que beaucoup réclament, y compris donc dans les domaines de la justice, de la sécurité intérieure, etc. Oui, je pense que effectivement, quand il n'y a pas de volonté politique, on multiplie les instances, on multiplie les commissions, les comités. Quand il y a volonté politique, on peut effectivement simplifier tout ça. La difficulté, c'est que ça va être volonté politique, surtout aujourd'hui, avec une situation à l'Assemblée nationale en particulier, où dans ce gouvernement, qui est quand même très complexe, n'existe pas, fait que les choses ne peuvent pas avancer. Oui, finalement, les choses ne seraient pas très compliquées si, dans un premier temps, on prenait conscience que le verrou actuel, c'est la justice, on pourrait avancer.
Et c'est un verrou. Pourquoi? Là, les choses sont connues en réalité. C'est un verrou parce que les textes sont trop compliqués à mettre en œuvre, notamment le code de procédure pénale. C'est un verrou parce qu'il n'y a pas assez de places de prison. Et c'est un verrou parce que les moyens de la justice ne sont plus du tout adaptés à ce qui est devenu une délinquance de masse. Et ce que j'essaye de montrer dans le livre, une délinquance de masse qui est devenue poreuse avec l'islamisme. Mm. Donc il y a une sorte de rapport de soutien, d'appui entre un certain islamisme et cette délinquance de masse qui devient extrêmement dangereuse. Vos personnages, justement, sont assez clichés, Céline Kléber. On a vraiment le cliché de la petite racaille, on a le cliché de l'imam. En réalité, on aurait tendance à se dire justement que c'est cliché, mais est-ce que c'est pas la réalité qui est devenue cliché? Est-ce que toutes ces caractéristiques, elles ne sont pas désormais exacerbées? Parce qu'à la fois, même si on se dit oui, c'est cliché, en même temps, ce sont des profils qu'on retrouve très facilement autour de nous, selon les quartiers dans lesquels on va déambuler ou voilà, ou les bureaux dans lesquels on va se trouver. Oui, alors vous êtes dur en parlant de personnages clichés, vous êtes dur avec moi, La mais réalité devient aussi tranchée, aussi cliché. C'est ça que j'essaie de... Je je crois pense que que c'est ce que dans, vous dans la, illustrez. dans la vie politique en général, et y compris dans les quartiers, puisqu'il y a une dimension politique Mm. de l'islamisme, évidemment, euh, les gens jouent des rôles et plus les choses se polarisent, plus ils s'enferment dans ces rôles. Donc les personnages que vous citez correspondent à des personnes que j'ai rencontrées, que, que je ne décris pas telles qu'elles sont exactement. C'est-à-dire, je mélange certaines personnes, mais ce profil, voilà, je vais parler de profil, ces profils existent, je les ai rencontrés dans la vie concrète. Oui, malheureusement, Mm. on rencontre ces gens-là. Oui, c'est ça. En fait, il y a peut-être une déconnexion aujourd'hui entre, et d'ailleurs vous le démontrez aussi dans votre livre, dans les premières pages, on a donc ces bureaux avec ces hauts commissaires, avec des ministres qui se retrouvent pour parler de la situation, ce prêtre qui a été assassiné et cette difficulté à nommer les choses, à établir des profils. Quand l'un des personnages explique qu'on est probablement face à un acte terroriste, en tout cas voilà, qui a un rapport avec la religion, l'autre lui rétorque mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que le nom est étranger? Enfin, on sent tout ce flou. Vous, ce que vous faites, c'est aussi rétablir des profils types, mais qui servent à analyser la situation de la France aujourd'hui telle qu'elle est. Oui, en particulier, je pense qu'en France, du fait d'une laïcité extrêmement dévoyée, il y a un impensé qui est l'impensé de la religion. Comme si ça n'avait pas de conséquences, d'une part individuelle, mais plus globalement sociale. Comme si la religion n'avait pas un rapport avec la société qu'on construit. Je pense que tant qu'on ne prendra pas en compte cet élément, on n'ira pas très loin. Et d'ailleurs, alors la situation est compliquée. Je pense que la laïcité à la française, telle qu'elle est vécue aujourd'hui, est davantage un problème qu'une solution. La difficulté, c'est qu'on a laissé monter l'islam de manière très importante et que la laïcité est vue par certains, y compris à droite, on va dire les choses d'une manière assez simple, comme un rempart contre l'islam. Mais ce faisant, la société française ne parvient pas à juguler le problème, puisqu'elle elle ne peut pas voir qu'une des dimensions de ce problème est précisément la dimension religieuse, et qu'on ne peut pas uniquement lutter contre l'islamisme en disant nous sommes des laïcs et la religion n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Mm. Alors, on va continuer à parler de cette dimension religieuse, c'est très intéressant. Céline Kléber, on reste avec vous donc encore quelques minutes. J'annonce la suite du programme quand même pour nos auditeurs. On va parler de Pascal Paoli dans quelques instants à 8h et quelques. Ce sera avec Marie-Thérèse Avanzoletti sur la constitution corse et le droit naturel. Et puis tout à l'heure, on aura une émission spéciale sur l'univers carcéral français à la place de vos traditions, chers auditeurs. Donc, restez avec nous. Pour le moment, on poursuit avec vous, Céline Kléber. Quand vous nous parlez de cette influence de l'islam aujourd'hui dans la délinquance, dans le climat d'insécurité de notre pays, on peut même constater que certains dirigeants
compte désormais sur cet islam qui s'est développé de façon complètement incontrôlée en France, compte sur l'islam, sur les imams, pour pouvoir tenir les foules, pour pouvoir essayer d'apaiser les tensions. C'est-à-dire que maintenant, on considère que le problème doit faire même partie de la solution. C'est complètement emmêlé, c'est le serpent qui se mord la queue désormais. Oui, vous avez tout à fait raison. Je dirais même que ces politiciens, on voit de qui on peut parler, notamment du côté gauche du spectre politique, ces politiciens font leur fonds de commerce sur l'islamisme le plus rétrograde même qui soit. Donc effectivement, c'est une des difficultés nouvelles qui est apparue depuis quelques années, et que maintenant, on a une partie de la classe politique qui est un peu la cinquième colonne, d'une certaine façon, de cet islamisme et qui ne s'en cache pas. Euh, Ce que je voudrais dire quand même, c'est que peut-être que ça ne durera pas autant que les impôts, comme dirait quelqu'un de connu. C'est qu'il y a beaucoup parmi nos concitoyens d'origine musulmane de gens qui ont pris conscience que finalement la situation devenait dangereuse pour eux et que ce qu'ils avaient essayé de trouver dans notre pays, parce que beaucoup sont venus dans notre pays pour trouver de la paix, une certaine prospérité et un avenir pour leurs enfants, euh, finalement risquait de disparaître et qu'on allait peut-être reconstituer de ce côté de la Méditerranée ce qu'on connaît de l'autre côté de la Méditerranée, qui n'est pas forcément très réjouissant, ni en termes économiques, ni en termes sociaux, ni en termes tout simplement de paix sociale. Donc, il y a un début de prise de conscience que j'ai remarqué avec un certain nombre d'autres collègues. Après, la difficulté, c'est que ce n'est pas dans l'air du temps de se dévoiler dans ce sens. Et qu'aujourd'hui, ceux qui parlent, ceux qui font l'actualité, ne sont pas ces gens-là, mais c'est plutôt la France insoumise et quelques autres qui jouent sur ce registre pour en fait polariser notre société et nous empêcher de régler le problème. Mm. Alors quand vous dites que justement on polarise notre société, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas justement différentes sociétés qui se mêlent. On voit dans votre ouvrage, donc il y a cette population des quartiers musulmanes qui finit par s'opposer dans un premier temps aux populations donc chrétiennes, mais aussi donc par exemple qui viennent d'Irak ou voilà, c'était une église, un prêtre assyro-chaldéen qui est tué. Est-ce que c'est pertinent de parler de guerre civile, Céline Kléber, quand on observe que finalement, si jamais opposition il doit y avoir en France, c'est en réalité différents peuples qui vont s'opposer et pas un même peuple qui va se déchirer? Oui, c'est une question difficile, celle que vous posez. Euh, il faut bien reconnaître que l'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, qu'un certain nombre d'acteurs sont de nationalité française. Et dès lors qu'ils combattent entre eux, ça devient une guerre civile. Mm. Si on prend par exemple les Assyro-Chaldéens, on peut dire qu'ils ont des racines extrêmement fortes avec le territoire d'où ils viennent, essentiellement l'Irak. Pour autant, un certain nombre d'entre eux sont totalement intégrés à la société française et ne peuvent pas être considérés comme des étrangers, en tout cas pas comme des étrangers comme les autres. Pour eux, c'est un véritable drame qui est vécu, hein, puisque ils ont été chassés d'Irak, martyrisés souvent dans ce pays, et qu'ils retrouvent parfois dans le nôtre des comportements, des haines qu'ils avaient cru pouvoir oublier pour un certain temps. Donc oui, je pense que ce serait une guerre civile, même si, et d'ailleurs j'essaie de le montrer dans le livre, il y aurait un risque fort que cette guerre civile soit aussi instrumentalisée par des puissances extérieures qui peuvent avoir intérêt à fragiliser notre pays ou à entretenir des clientèles sur place. On sait bien, par exemple, si on reprend la guerre qui a eu lieu en Syrie, que ça a été aussi une guerre entre puissances locales, que ce soit le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie et autres. Donc, ce serait une guerre civile dans un pays comme le nôtre, aurait de toute façon probablement une dimension complémentaire qui serait le choc des intérêts et des puissances d'autres pays. On voit d'ailleurs ça un peu comment dire,
en ligne de fond à propos du conflit avec l'Algérie. Ouais, j'allais vous en parler justement. On sent bien que la France, en dépit des efforts du ministre de l'Intérieur, est un peu embarrassée puisqu'elle a sur son territoire parfois des personnes qui se sentent plus algériennes que françaises et qui vont jusqu'à être extrêmement critiques de la France. Donc, ça ne facilite évidemment pas la décision. Mm. On avance parce que le temps file. Céline Kléber, il y a encore beaucoup de sujets abordés dans votre livre, notamment par exemple le rôle de la presse, des journalistes ou encore celui de l'école ou de l'éducation. Alors comme ça n'a pas grand-chose à voir directement avec la sécurité intérieure, avec un quelconque conflit qui pourrait se déclencher. Et pourtant, on voit que les journalistes, notamment, jouent un rôle clé. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Je crois d'abord que les journalistes jouent un rôle très important aujourd'hui pour structurer la pensée politique contemporaine, même si ce n'est pas formulé de cette façon. Euh, Deuxièmement, je constate que beaucoup de journalistes plus globalement les médias en France ont du mal à parler de certaines choses. Heureusement que certaines radios comme la vôtre et comme d'autres acceptent d'ouvrir ce genre de dossier. Si je compare à certains pays qui nous entourent, je pense par exemple à l'Italie, même à la Grande-Bretagne, qui pourtant connaît une islamisation forte, ou à la Suisse, notre presse parle beaucoup moins de certaines choses et cache un certain nombre de choses parce que probablement la peur là aussi existe. Je pense aussi qu'une partie des jeunes qui auraient pu s'impliquer dans le journalisme à une époque ne l'ont pas fait, sont plutôt allés vers les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs et ont un peu laissé la place à d'autres. Euh, Peut-être aussi que le métier de journaliste est difficile, mal payé, Liselotte, c'est vous qui pourriez nous le dire, et peu attractif. Or, je crois que, un peu comme la politique, le journalisme est une forme de charité, pour reprendre les termes des papes, en ce sens qu'il est normalement aussi là pour apporter une part de vérité aux gens. Et je pense que on n'a pas assez pris conscience de la valeur de cet engagement professionnel. euh, et du coup, dans certains médias, on peut dire que la vérité est un peu maltraitée. Ah oui, elle l'est. Et puis, même quand elle est traitée, ensuite, on s'oppose à des institutions comme l'ARCOM, par exemple. Chers auditeurs, c'est d'ailleurs le moment de vous rappeler que la radio est libre, indépendante, qu'on essaie de porter cette voix de vérité, mais qu'on compte sur vous pour nous aider en faisant des dons. Parenthèse fermée. Céline Kléber, vous parlez aussi dans votre livre de ce rapport qu'il y a à l'armée. Aujourd'hui, bon, on le sait, notre armée est de toute façon dans un état assez catastrophique. Néanmoins, en cas d'embrasement, il faudrait pouvoir compter sur cette force militaire. En réalité, on voit elle est très difficile à mobiliser. On ne sait pas dans quelle mesure. Est-ce qu'en faisant appel à l'armée, c'est pas justement ça qui va acter l'embrasement total du pays? On a un peu de pudeur à faire appel à cette solution-là. Pareil, même question, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le rôle de l'armée aujourd'hui en France et le rôle qu'elle pourrait occuper si jamais nous étions face à un conflit intérieur? Bon, je crois qu'il est important de dire qu'avant de faire intervenir l'armée, il y a quand même un certain nombre de pistes qui doivent être euh, utilisées. Nous avons quand même des services de police, des services de renseignement, des services de gendarmerie et une justice qui, si elle était utilisée correctement, devrait pouvoir juguler les problèmes. Le problème de l'armée aujourd'hui, en dehors de la question des moyens que vous évoquez à juste titre, c'est qu'elle n'est pas du tout formée pour intervenir sur le sujet dont on parle, sauf si évidemment on est déjà passé à la lutte armée. Mm. Mais le risque de faire intervenir l'armée, qui, comme je le disais, n'est pas formée pour ça, c'est tout simplement de faire en sorte que les destructions, la situation empire. Donc je crois que avant de parler de l'armée, qui est une solution de dernier recours sur notre territoire, il faut d'abord, et c'est possible, il faut d'abord faire avancer les services qui existent et surtout dénouer le problème de la justice. Il faut que un délinquant, qu'il soit politique au sens islamiste
ou qu'il soit délinquant pur sucre, si je puis dire, trafiquant de drogue ou autre, sache que l'État n'accepte plus qu'il puisse faire n'importe quoi. On a vu tellement de cas ou de condamnations, 10 fois, 15 fois, 20 fois. On a vu le cas de ce violeur à Rennes il y a quelques jours. Il faut stopper cela. Et c'est possible avant de faire intervenir l'armée. L'intervention de l'armée, ça veut dire qu'on a tout raté avant. Et ça veut dire que notre pays est déjà en voie de désintégration. Bon, on va finir sur ces mots pas très réjouissants, Céline Kléber. Néanmoins, j'invite les auditeurs à se procurer donc votre ouvrage Douce France, qui est pour le moment une fiction, mais qui pourrait devenir une prophétie si les choses dégénèrent en France. C'est quand même une bonne façon de mettre les pieds dans le plat, de nommer le problème, d'identifier, même d'analyser ce problème. Et bien, on espère que ce livre même inspirera nos dirigeants sur toutes les difficultés aujourd'hui qu'on pourrait rencontrer en cas d'embrasement et puis surtout la façon donc de régler les choses. Merci beaucoup Céline Kléber d'avoir pris le risque d'écrire cet ouvrage parce qu'on le rappelle, vous restez anonyme pour des raisons évidentes, déjà pour vous protéger et puis aussi protéger votre carrière. On comprend toute l'omerta qui règne dans ce milieu-là, donc merci pour ça aussi. On vous souhaite bon courage pour la suite, on nous souhaite bon courage pour la suite, on espère évidemment que les choses ne dégénéreront pas. Et puis, dans tous les cas, on continuera à en parler. Merci et à très bientôt, Céline Kléber.